Le Togo a célébré le dimanche le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Les festivités ont été marquées par un grand défilé militaire, paramilitaire et civil à Lomé et à l'intérieur du pays. Encore une fois et à travers ce défilé, les différents groupes ont démontré leur attachement aux valeurs républicaines et surtout au patriotisme. Rappelons qu'à travers cette 65e célébration, le peuple togolais a une fois de plus réaffirmé sa détermination à faire de l'indépendance du pays non seulement un devoir de mémoire pour célébrer les héros nationaux, mais aussi un instrument d'unité nationale. Au même moment, quelques partis de l'opposition et des organisations de la société civile qui avaient prévu de tenir un meeting populaire sur la plage de Lomé crient à l'injustice. En effet, l'événement a dû être annulé à la demande du ministre de l'administration territoriale. Ainsi, l'opposition est contrainte de repousser son événement. Au Togo, les dépenses de l'État sont structurellement supérieures à ses recettes. Pour combler ce besoin de financement, l'État lève des fonds auprès des marchés financiers. Pour rembourser ces fonds, le pays emprunte chez les institutions multilatérales. À la fin de l'année 2024, il ressort que la Banque mondiale, le FMI et la BOAD sont les principaux créanciers multilatéraux du Togo. Les institutions multilatérales concentrent à elles seules 63% de l'encours extérieur. En effet, si la dette multilatérale s'élève à 1227 milliards de francs CFA, celle cumulée auprès du FMI, de la Banque mondiale et de la BOAD représente 483 milliards de francs CFA, soit près de 43% du total. Dans le classement, le FMI est en tête avec 251 milliards de francs CFA. Par ailleurs, 3 catégories de créanciers se démarquent pour le Togo: les multilatéraux, les bilatéraux et les prêteurs commerciaux. Si la Banque mondiale, le FMI et la BOAD sont classés dans la catégorie des multilatéraux, la Banque islamique, la BAD, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, entre autres, qui font partie de cette même catégorie, affichent des encours plus modestes. La route nationale numéro 1 reste la plus accidentogène du pays. Selon les usagers de cette route, au-delà de son état, les stationnements anarchiques font aussi partie intégrante des causes d'accidents. Puisque la nationale numéro 1 est la principale axe qui connecte le Togo à son hinterland, le flux est conséquent. Pour les camionneurs, la seule cause des stationnements anarchiques est l'insuffisance des parkings le long du corridor Lomé-Ouagadougou. Ce n'est qu'en 2006 que le premier parking avait été construit à Agaradé pour assister les conducteurs de camions arrivés au niveau de la faille d'Alejo. Mais depuis 2017, ce parking n'est plus opérationnel. Aujourd'hui, seuls les parkings de Blita et de Djereoué sont d'une grande aide pour les camionneurs sur la nationale numéro 1. Ainsi, pour les conducteurs de camions, les seules options de stationnement restent le bas-côté de la route et les stations-service. D'après les enquêtes, 84% des conducteurs de camions sur le corridor avouent garer souvent en bordure de route. Or, ces stationnements anarchiques favorisent les accidents, réduisent le champ et la qualité de vue des routiers. Urgence signalée de multiplier les parkings pour favoriser un trafic plus fluide afin de réduire les risques d'accidents sur le corridor Lomé-Ouagadougou. Le gouvernement togolais compte construire une centrale solaire par région. Dans sa politique énergétique, toute localité se situant à moins de 5 km du réseau de ces infrastructures va être raccordée. L'année 2024 a marqué une étape significative pour le ministère de l'Énergie et des Mines au Togo. Avec un budget de 57 milliards de francs CFA, plusieurs projets ambitieux ont vu le jour, consolidant les efforts pour atteindre l'objectif d'accès universel à l'électricité d'ici 2030. Parmi les réalisations notables figurent l'électrification de 77 localités, l'extension de la centrale solaire de Blita et le lancement d'un appel d'offres pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dapaon le 22 avril 2025. Dotée d'une capacité de 25 MW crête, la centrale sera implantée précisément à Dalouac, dans la région des Savanes, sur une emprise de plus de 115 hectares. Elle sera équipée d'un système de stockage de 40 MWh visant à stabiliser la fourniture électrique et à en prolonger la disponibilité en dehors des heures d'ensoleillement. Ce dispositif doit permettre
l'électrification de près de 60 localités rurales selon les autorités. Le projet bénéficie d'un financement d'environ 40 milliards de francs CFA de la Banque mondiale dans le cadre du projet régional d'intervention urgente dans le secteur de l'énergie solaire. Le Togo, qui importe plus de la moitié de l'énergie dont il a besoin du Nigeria et du Ghana, mise notamment sur le solaire pour développer avec des startups l'accès à l'électricité de ses 8 millions d'habitants jusque dans les zones les plus reculées du pays. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a dévoilé les dernières tendances du secteur de la microfinance au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Fin décembre 2024, les dépôts collectés par les institutions de microfinance ont atteint 2 459 milliards de francs CFA, en hausse de 1,6% par rapport au trimestre précédent et de 8,1% sur un an. Cette progression s'explique par des augmentations enregistrées en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso, malgré les baisses notées au Bénin et au Togo. Les hommes restent les principaux contributeurs de l'épargne devant les femmes et les groupements. Côté crédit, le secteur a accordé 2 695,2 milliards de francs CFA, marquant une hausse de 5% sur le troisième trimestre. Là encore, la dynamique est portée par les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. En moyenne, chaque client détient 128 596 francs CFA de dépôt et 140 949 francs CFA de crédit. La qualité des prêts s'est légèrement améliorée. Le taux de créance en souffrance est tombé à 8,9% après un pic de 10,5% au trimestre précédent, même s'il reste au-dessus de la norme recommandée de 3%. Le réseau de microfinance compte désormais 533 institutions desservant plus de 19 millions de clients. Malgré quelques retraits d'agréments et des institutions sous administration provisoire, le secteur confirme son rôle clé dans l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. À la sortie de l'école, Sonia retrouve ses deux filles, Maram et Myriam. Direction l'épicerie du coin pour une petite douceur. Des sourires qui masquent une certaine inquiétude. Dans quelques semaines, une campagne de vaccination nationale contre le papillomavirus débutera à l'école. Mais comme beaucoup de parents, Sonia reste méfiante. J'ai peur des effets de la vaccination et j'ai peur qu'elle ne cause des dommages comme l'a fait la vaccination contre le coronavirus. Pour l'instant, je ne vaccinerai pas mes filles. Je ne suis pas contre la vaccination, mais je ne suis toujours pas convaincue. Le cas de Sonia est loin d'être isolé. La majorité des parents d'élèves de l'école refusent de voir leur enfant être vacciné. Une réticence en partie nourrie par la circulation de nombreuses vidéos et publications anti-vaccins sur les réseaux sociaux. Alors les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation. Des médecins ont été mobilisés pour tenter de convaincre les familles d'élèves. Plus de 156 pays adoptent déjà cette vaccination. Les pays riches, les pays européens, l'Australie, l'Amérique et les pays arabes, eux nous ont devancés, alors que par le passé, nous étions souvent parmi les premiers. Cette fois, nous arrivons en dernier, et c'est bien dommage. Actuellement, la vaccination contre le papillomavirus reste facultative dans le pays, mais dès l'an prochain, elle pourrait devenir obligatoire. Objectif affiché par les autorités sanitaires, prévenir le cancer du col de l'utérus qui touche chaque année près de 400 femmes en Tunisie. La campagne s'annonce pourtant difficile. La gestion chaotique de la pandémie de Covid-19 a laissé des traces. Sur les réseaux, les appels au boycott des vaccins continuent de circuler, alimentés par une méfiance persistante envers les laboratoires pharmaceutiques et leurs pratiques. C'était en 2022, le célèbre Djidji Ayokwe, ou tambour parleur, en pleine restauration avant sa restitution à la Côte d'Ivoire. Une œuvre monumentale de 3 mètres de long et de 430 kilos, dérobée par l'armée française en 1916. Vous pouvez voir qu'il a été pas mal atteint par des insectes xylophages, donc creuser des galeries, à répétition certainement, et que ça a structurellement fragilisé le tambour.
La faute à de piètres conditions de conservation. Pendant 15 ans, les autorités coloniales avaient placé l'objet à l'extérieur, dans les jardins de la maison des gouverneurs. Cette perte, elle a été psychologiquement extrêmement importante, ressentie comme effectivement une perte d'identité, une perte de liberté. Et retrouver le tambour, c'est retrouver son identité et sa liberté. Une nouvelle célébrée en novembre 2022 lors d'une cérémonie de désacralisation permettant aux restaurateurs de pouvoir toucher le bien. Cet instrument en bois aux propriétés symboliques et mystiques servait notamment à prévenir des dangers, mobilisés pour la guerre ou convoquer les villages à des cérémonies ou à des fêtes. Nous allons pouvoir bénéficier d'un instrument pour reconstruire le patrimoine culturel, reconstruire la dignité d'un peuple. Ça va ressouder nos tribus. Et depuis 1 an qu'on a l'information, on se retrouve régulièrement. Dans le village d'Agamé, on tient des réunions, ce qu'on ne faisait plus depuis 106 ans. Le tambour-parleur aurait dû être rendu en 2023, mais la restitution reste pour l'heure impossible, tant que le Parlement français n'aura pas définitivement adopté la proposition de loi. Après les funérailles du pape François samedi, les catholiques sont en attente de la nomination de son successeur. Le conclave des cardinaux qui doivent élire le futur souverain pontife commence le 7 mai. Les supputations sont déjà en marche sur les favoris. Les cardinaux sont interrogés sur le cas inédit d'un pape issu du continent africain. Ce que je chercherais, c'est un pape qui connaît le fonctionnement du Vatican. Pour moi, son origine n'est pas si importante. Mais bien sûr, ce serait un grand honneur pour l'Afrique de recevoir. Même si nous obtenons un bon nombre de votes pour une personne africaine, ce serait un bon signe. C'est là que l'Église est particulièrement dynamique et en croissance constante. Le vote pourrait mettre à nu des divisions entre partisans de l'engagement de François en faveur de la paix et les conservateurs concentrés sur les doctrines fondamentales de l'Église. Espoir d'unité, nous commençons maintenant par la prière et le désir de trouver une figure ayant le courage de continuer avec sa propre voie. Il n'a pas besoin d'être le même que François, mais il ne doit pas perdre la voie tracée par son prédécesseur. 35 cardinaux âgés de moins de 80 ans sont appelés aux urnes. Leur conclave aura lieu dans la chapelle Sixtine au Vatican. Le vote se déroulera à huis clos et peut durer plusieurs jours. Des victimes d'une frappe aérienne dans le gouvernorat de Saada au Yémen, bastion des Houthis soignés dans un hôpital. L'attaque attribuée à l'armée américaine visait un centre de détention de migrants. Elle a fait au moins 68 morts et 47 blessés. Cette prison hébergeait des migrants africains. Les Éthiopiens et d'autres personnes originaires d'Afrique de l'Est ont longtemps utilisé le Yémen comme voie d'accès à l'Arabie saoudite pour y travailler. À l'heure actuelle, les États-Unis n'ont pas reconnu avoir effectué cette frappe, mais ils ont déclaré avoir mené plus de 800 frappes au Yémen depuis le début de leur campagne visant les rebelles Houthis le 15 mars dernier. Les militants ont déjà averti que cette intense campagne de frappes aériennes tuait des civils, mais le gouvernement américain ne l'a pas reconnu et l'attaque d'aujourd'hui va attirer encore plus d'attention sur ces allégations. Les frappes américaines au Yémen ont déjà suscité une controverse aux États-Unis en raison de l'utilisation par le secrétaire à la Défense de l'application de messagerie non classifiée Signal pour publier des informations sensibles sur les attaques. Les obligations humanitaires d'Israël au cœur d'une nouvelle audience devant la Cour internationale de justice à La Haye. Israël a rapidement rejeté la légitimité de cette procédure en attribuant la responsabilité de la situation aux organisations des Nations Unies. Israël a décidé de ne pas participer à ce cirque. Il s'agit d'une tentative supplémentaire de politiser et d'exploiter le système juridique international pour persécuter Israël. L'objectif est clair, nous priver de notre droit fondamental à la défense. Ce n'est pas Israël qui devrait être jugé, mais l'ONU et l'UNRWA. L'ONU est devenue une organisation corrompue.
L'ONU est devenue une organisation corrompue, animée d'un biais anti-israélien et antisémite. Il existe des preuves évidentes que l'UNRWA, sous l'égide de l'ONU, a employé des terroristes impliqués dans le massacre du 7 octobre. La procédure devant la CIJ intervient également dans un contexte de tension, notamment après qu'Israël a adopté une loi interdisant à l'UNRWA d'opérer sur son territoire. Cette affaire révèle d'une campagne de délégitimation et de persécution systématique contre Israël. C'est un abus manifeste du droit international et une politisation de la justice. Aucun autre pays, démocratique ou non, n'a été autant traîné devant la Cour. Israël est soumis à une politique flagrante de 2 poids, 2 mesures. Les avis rendus par la Cour internationale de justice ne sont pas juridiquement contraignants. La Corée du Nord confirme ce lundi son implication dans le conflit russo-ukrainien. Pour la première fois, Pyongyang reconnaît avoir envoyé des troupes sur le terrain pour soutenir la Russie. Un déploiement destiné à reprendre la région de Koursk, dont les forces ukrainiennes s'étaient emparées lors d'une incursion il y a 1 an. L'opération de libération de Koursk, qui a consisté à repousser l'invasion aventureuse de la Russie par l'Ukraine, s'est achevée avec succès. Les sous-unités de nos forces armées qui ont participé à l'opération de libération de Koursk, sous l'ordre du dirigeant de la RPDC, ont démontré leur esprit combatif et leur capacité militaire. Les unités ont apporté une contribution importante à l'anéantissement des occupants néo-nazis ukrainiens en faisant preuve d'un héroïsme de masse, d'une bravoure et d'une abnégation inégalée. Selon les services de renseignement américains, sud-coréens et ukrainiens, la Corée du Nord aurait envoyé entre 10 000 et 12 000 soldats en Russie à l'automne dernier. L'annonce de la Corée du Nord intervient 2 jours après que la Russie a déclaré que ses troupes avaient entièrement repris la région de Koursk, une affirmation démentie par les autorités ukrainiennes.